vous avez des populations de toute la Colombie qui viennent y vivre. On est sur une ville moderne avec un grand quartier moderne avec de nombreuses boutiques, des restaurants et un centre colonial historique qu'on appelle la Candelaria, beaucoup plus coloré, beaucoup plus authentique. On y trouve également de nombreux musées. Donc pour nous, c'est une ville qui généralement mérite un séjour de 2 nuits maximum, hein, puisqu'il y a tellement de choses à voir en Colombie qu'on s'y éternise pas, mais ça reste une destination importante. Ensuite, comme deuxième grande région en fait classique de la Colombie, on va vous parler maintenant de la région du café, pardon, de la boucle des Andes, excusez-moi, donc qui se trouve au nord de Bogota. C'est donc une région qui est située dans la cordillère orientale de Colombie, la même cordillère que Bogota, et qui s'organise autour de 2 villes coloniales, Villa de Leyva et Barichara. Donc là, on a tout un aspect traditionnel avec la vie des montagnes, des petits villages très colorés, très beaux, des paysages magnifiques, avec notamment le site du canyon de la Chicamocha qui apparaît là sur votre écran et qui est une des merveilles naturelles de Colombie, plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis. Ça donne des paysages assez magnifiques. Et puis on a aussi une partie culturelle indigène avec ce qu'on appelle ici le Camino Real, qui sont les chemins antiques empruntés par les indigènes, ce qui fait que c'est une région qui est assez variée et qui permet de voir beaucoup de choses. Ensuite, comme autre région très classique de Colombie, on a la région du café qui se trouve en plein centre du pays, dans la cordillère centrale. D'accord. C'est une région beaucoup plus rurale, beaucoup plus authentique, qui a l'avantage de présenter des petits villages très typiques où on peut observer la vie des Colombiens un petit peu plus classique, mais aussi des paysages magnifiques, notamment, vous allez sans doute entendre parler de Cocora, avec ses palmiers de cire emblématiques de Colombie. Et c'est une région aussi qui est très intéressante pour tout ce qui est agrotourisme, avec bien sûr la culture du café, mais éventuellement aussi la culture de la canne à sucre, ou encore une fois la culture bananière, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une dernière région incontournable en Colombie, c'est bien sûr Carthagène. Alors Carthagène des Indes sur la côte Caraïbe, donc la principale caractéristique d'être un bijou architectural, avec son vieux centre historique entouré de murailles, ses maisons très colorées, très préservées, mais également qui a une forte culture indigène, avec toute une partie de la population qui est afrodescendante et qui a su conserver ses traditions avec sa langue, ses danses et, comme vous le voyez sur l'image, ses costumes traditionnels. Donc ça, pour vraiment les régions qui sont faciles à opérer et quasiment présentes dans n'importe quel circuit. On va passer sur des régions un petit peu plus sauvages qu'on va classifier comme hors sentier battu. En premier lieu, l'Amazonie, donc qui est assez retirée tout au sud du pays, qui s'opère à partir d'une ville qui s'appelle Leticia, qui n'est accessible qu'en avion. Donc là, on est bien sûr sur un touriste plutôt basé autour de la faune et de la flore, avec l'exubérance qu'on peut imaginer dans la jungle amazonienne. Également des conditions d'accès, des conditions d'hébergement tout à fait correctes, même des très beaux hôtels dans certains cas, et une très forte culture indigène qui permet effectivement de vivre des expériences assez variées. Une autre région hors sentier battu dont on va pouvoir vous parler, c'est une zone qui se trouve dans les Llanos. Les Llanos, ce sont ces plaines qu'on trouve au large jusqu'au Venezuela. Donc là, c'est Caño Cristales, qui est à l'entrée de ces Llanos au sud-est de Bogota. Donc, qui est très connu notamment pour sa rivière Caño Cristales, qui est unique en son genre, qui est une rivière qui est remplie de plantes aquatiques, rouges ou vertes, et qui donne donc à la rivière des nuances de couleurs assez incroyables, dans des paysages très très préservés. Il faut savoir que c'est une zone qui s'est ouverte assez récemment au tourisme. Donc du coup, c'est très authentique, avec un petit village typique, la Macarena, qui est le point de départ de toutes les excursions dans ces Llanos. On y trouve des zones inexplorées, des pétroglyphes, et puis bien sûr les paysages que vous avez à l'écran, qui sont assez beaux. Ensuite, pour vous parler d'une autre région un petit peu plus sauvage et un petit peu plus isolée, la côte pacifique colombienne. Donc il faut savoir que entre l'Équateur, la Colombie, le Chili, c'est une des rares côtes pacifiques qui est très préservée. Il y a très peu de connexions routières, c'est très difficile d'accès, mais c'est effectivement des plages de sable noir désertes, l'opportunité de voir une faune et une flore exubérantes et surtout d'observer les baleines. Alors l'observation des baleines se fait entre juin et octobre, d'accord, mais c'est une destination qui s'y toute l'année, aussi bien pour les familles que pour des gens un petit peu plus aventuriers avec des paysages magnifiques. Là aussi, une culture locale indigène afrodescendante qui est très intéressante. Une autre destination hors sentier battu, la Guarija.
Donc c'est la pointe, c'est la péninsule désertique à la pointe nord du continent sud-américain. C'est comme je vous l'ai expliqué, donc c'est un désert qui se jette dans les Caraïbes. Donc on a un espèce de comment dire de paysage extraordinaire entre dunes orangées et mer turquoise. Et c'est une zone qui est habitée par une tribu très particulière, les indigènes Wayuu, donc assez farouches et qui ont lutté très longtemps pour leur indépendance. Ils ont une culture, une langue, des traditions qui leur sont propres également, et donc ça a aussi un point très intéressant en Colombie, à la fois pour les paysages comme pour le côté ethnotourisme. D'accord. On ne va pas oublier non plus d'autres régions qui restent des classiques de Colombie, mais qu'on a mis un petit peu à part pour différentes raisons que je vais vous expliquer, notamment la boucle du Sud. Donc cette boucle qui comprend de très nombreux sites, que ce soit naturels ou archéologiques, je pense notamment au désert de la Tatacoa ou au site archéologique de Tierra Adentro, le plus grand de Colombie, ou de San Agustín, qui est beaucoup plus connu. Vous avez là à l'image. On pourrait aussi citer la ville coloniale de Popayán ou encore toutes les zones indigènes. C'est une zone où il y a énormément de réserves indigènes. Il faut savoir que dans ces réserves indigènes, ce sont les lois indigènes qui s'appliquent. L'État n'y a pas lieu, n'a pas de prise là-bas. L'armée comme la police est interdite, donc ça donne lieu à des échanges assez riches et c'est vraiment une zone très intéressante. On pourrait également parler donc de Medellín, qui reste une des grandes mégalopoles de Colombie, ville moderne. C'est là où on va trouver le métro 4, de très nombreux musées comme le musée Botero. Alors pourquoi on l'a mis un petit peu à part? Parce que il y a une petite redondance avec la région du café, c'est-à-dire qu'on est dans la même zone et que la région du café est peut-être plus variée. Mais il n'empêche qu'au-delà de la culture paisa qu'on peut y trouver, on a aussi des sites très intéressants aux alentours. Je pense notamment à Guatapé et El Peñol, petit village typique avec un barrage d'altitude qui donne des paysages incroyables. On a l'impression à plus de 2000 mètres d'altitude de voir des petites îles émerger devant nous, ou encore sur la ville coloniale de Santa Fe de Antioquia. Ensuite, on pourrait parler également du parc Tayrona qui se trouve au nord de la Colombie, aux abords de Santa Marta. Santa Marta, plus vieille ville du continent sud-américain encore habitée. D'accord. Donc, ce parc se trouve entre la mer des Caraïbes et la Sierra Nevada de Santa Marta, qui ne fait pas partie de la cordillère des Andes et qui est le point culminant de Colombie, après 5870 mètres. Ce parc donc, se trouve coincé entre ces deux écosystèmes, ce qui donne lieu, au-delà des plages paradisiaques, à une faune et une flore très particulières. Attention néanmoins, ce n'est pas du tout une destination balnéaire comme peuvent le vendre certaines agences ou certains tours opérateurs. C'est plutôt sauvage, ça nécessite des temps de marche importants et c'est surtout une zone au niveau indigène qui est très importante avec le site de Coblito et différentes communautés indigènes, notamment les Cobis, dont vous avez peut-être entendu parler, qui y habitent. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et ça peut être très intéressant. Enfin, pour finir, il ne faut pas oublier que si je vous ai dit que le parc Tayrona n'était pas une destination balnéaire, la Colombie a des destinations balnéaires intéressantes. Je vais vous en décrire trois. On va commencer par l'archipel du Rosaire, qui se trouve à 1h30 de Carthagène, qui est un archipel plus touristique, où on a l'avantage d'avoir des fonds marins sublimes, une très belle barrière de corail, mais un tourisme un petit peu plus présent. On pourrait citer l'archipel Mucura, un petit peu plus éloigné de Carthagène, à 2h30 de bateau environ, beaucoup plus exclusif et avec des fonds marins extraordinaires. Et pour ceux qui ont un petit peu plus de temps et qui ont vraiment envie d'exclusivité, on a une île qui s'appelle Providencia, qui se trouve au large du Nicaragua et qui a un petit paradis très isolé, loin de tous les circuits classiques du tourisme, avec un hôtel absolument sublime, des fonds marins extraordinaires, une montagne sur l'île qui permet d'avoir une vue sur les Caraïbes à 360 degrés et qui reste la destination la plus exclusive au niveau balnéaire de Colombie. Attention néanmoins, 2 vols domestiques pour y aller, donc ça veut dire un petit peu plus de temps et un budget aérien un petit peu plus conséquent. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Constance qui va vous présenter un petit peu plus notre équipe. Alors, juste avant, une petite parenthèse, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit tableau qui s'appelle Chat en dessous de l'écran. Vous nous voyez, et à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser en direct. Et à la fin, on prendra 15 minutes pour y répondre. Donc, voilà, on est français, on parle français, mais on est bel et bien basé en Colombie. On est basé à Pereira, c'est une ville qui fait partie du triangle du café. Et c'est une ville vraiment, une situation idéale pour les reconnaissances terrain, l'exploration de la région, parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir, que ce soit des treks, des excursions à vélo, des dégustations de café dans les fincas. Enfin, il y a vraiment plein de belles choses à découvrir pour les partager à nos clients.
Ensuite, nous, qui sommes-nous? Alors, on est une agence de réceptive qui fait partie du groupe Terra Group. On a trois concepteurs voyage dans l'agence, donc Mathilde, Galvin, que vous connaissez, et Laura, que vous allez bientôt connaître. Dans l'équipe, il y a également Jérôme, qui est le fondateur de l'agence Terra Colombia, Julie, qui est l'ancienne gérante, qui va bientôt nous quitter, et moi-même, qui part très bientôt. Et nous avons également une Colombienne au sein de l'équipe, Laura Velasco, qui s'occupe de tout ce qui est administratif et comptabilité. Donc après ce premier aperçu général sur la Colombie, on va vous présenter les bonnes raisons de découvrir cette magique destination. Galvin va reprendre la parole. Alors, bon, quand on parle de la Colombie, c'est généralement pas forcément bien. Les stéréotypes qui collent un petit peu au pays, c'est le narcotrafic, la violence, le danger un peu permanent. Donc bon, pour que vous sachiez aujourd'hui entre la réalité et l'image qu'on en a sur les films hollywoodiens ou dans les médias, il y a quand même une grosse différence, d'accord ? Donc, il faut savoir que la Colombie, aujourd'hui, c'est un pays qui est sûr. Hein, au-delà des accords de paix qui ont été signés, c'est un pays qui, depuis une dizaine d'années, s'est vraiment pacifié, avec une population qui, enfin, peut se déplacer dans le pays, un peuple extrêmement chaleureux, en plus d'être la destination à la mode. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité quand on voyage en Colombie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Enfin, on va essayer de vous parler un petit peu de comment ça marche sur place et pourquoi c'est une destination facile d'accès. D'abord, parce qu'il n'y a pas de saisonnalité, c'est-à-dire que la Colombie se visite toute l'année. Le climat, les températures restent stables toute l'année et dépendent plus en fait de l'altitude à laquelle vous vous trouvez que de la période de l'année à laquelle vous voyagez. Bien sûr, on va distinguer dans une grande majeure partie du pays deux saisons un petit peu plus humides, d'accord, et deux saisons un petit peu plus sèches. Pour ce qui est de la saison sèche, ça couvre à peu près de décembre à mars, et les mois de juillet et août, où on est dans la grande majeure partie du pays sur un climat un petit peu plus chaud. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de visa, c'est-à-dire que comme dans n'importe quel pays, vous allez avoir ouvert au tourisme, vous allez avoir votre visa de tourisme à votre entrée sur le territoire, et il vous suffit d'avoir un billet de retour pour voyager, pas besoin, comme aux États-Unis ou dans d'autres destinations, d'un visa compliqué. Enfin, si le vaccin contre la fièvre jaune peut vous être demandé sur certaines zones très reculées, très isolées du pays, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour voyager en Colombie. Et pour finir, c'est une destination qui est très connectée, que ce soit par Iberia, Avianca, Lufthansa et j'en passe. Depuis l'Europe, on a des vols directs assez fréquents jusqu'à Bogota, Medellín, Cali ou même Carthagène, ce qui fait que c'est assez facile de s'y rendre. Pour vous résumer un petit peu la Colombie de manière plus générale, donc c'est une destination très riche et diversifiée. C'est vraiment un mélange entre la tradition et la modernité, avec des grandes mégalopoles modernes comme Carthagène, Bogota ou Medellín qui vont proposer des musées, de la culture, d'autres villes plus petites coloniales qui vont avoir justement un aspect plus historique avec la colonisation espagnole et une architecture bien particulière, ou encore des communautés indigènes très fortes. On est un des pays où il y a le plus de communautés indigènes, le plus de réserves indigènes, d'accord, ce qui fait que c'est assez varié. À cela s'ajoute bien sûr une nature extravagante, une faune et une flore extraordinaires. Vous savez que c'est le pays un des pays qui a la plus grande diversité au monde, notamment le premier pays en termes de diversité au niveau de des fleurs, des orchidées, des papillons, des oiseaux. Bref, il y a autant d'oiseaux dans notre petite région du Café que d'espèces d'oiseaux, que dans toute l'Europe. Pourquoi? Comment ça s'explique? Par la géographie du territoire qui est très variée, de déserts au sud de la Tatacoa, au nord la Guajira, deux côtes littorales, donc avec la côte Caraïbe ou la côte Pacifique, des montagnes qui couvrent quasiment l'intégralité du pays et qui permettent d'avoir une vie traditionnelle, une proposition en termes de trek, de randonnée assez incroyable, et puis bien sûr l'Amazonie qui est quand même le poumon terrestre du monde. Ce qui permet de proposer des voyages à la fois culturels, archéologiques, historiques, mais aussi des voyages plus nature et de proposer tout type un petit peu d'expérience. C'est pour ça que la Colombie, en fait, est une destination qui est vraiment adaptée à tous. D'accord? Donc, c'est une destination, on peut faire des voyages très classiques, mais pas que, donc, comme je vous le disais, et qui en plus s'adapte à peu près à tout type de clients, puisqu'on a des infrastructures hôtelières, touristiques qui nous permettent vraiment de monter en gamme ou au contraire d'avoir des voyages un petit peu plus classiques. De plus, on essaye de se spécialiser
vers un certain type de clientèle, notamment la clientèle familiale, avec des circuits adaptés pour eux. Et ça, c'est Laura qui va vous en parler, puisque c'est sa spécialité. Alors, donc oui, la Colombie, c'est une destination qui s'adapte très bien au voyage en famille, notamment par rapport à toutes les activités qui sont proposées. Vous pourrez par exemple proposer une descente en radeau de bambou dans un fleuve dans la région du Café, également une après-midi tyrolienne au-dessus des champs de café. Sur la côte Pacifique, sur la côte Caraïbe, pardon, on propose également une descente en bouée sur des grosses bouées qui partent d'une ancienne cité indigène et qui arrivent sur une magnifique plage. Vous avez également possibilité de nager avec les dauphins, de participer à des ateliers de tissage en Amazonie et bientôt d'autres activités. Également, il est possible de proposer des chasses au trésor en Colombie, que ce soit des chasses au trésor sur la totalité du voyage, donc sur 15 jours, ou des chasses au trésor qui sont spécifiques à une région, donc 3 jours par exemple dans la région du Café. C'est aussi une destination qui propose des hébergements qui s'adaptent complètement à ce profil de clients. Donc avec des grandes chambres familiales, des chambres communicantes ou, pour certaines destinations, de grands bungalows pour accueillir toute la famille. C'est également, la Colombie nous permet aussi de s'adapter aux différentes spécificités de chaque famille, en proposant par exemple des sièges auto dans les voitures pour les plus jeunes, de s'adapter aux horaires de certaines familles, par exemple les horaires de sieste, et également d'alléger les journées pour pouvoir s'adapter vraiment au rythme des familles. La Colombie, c'est également une destination qui propose des prestations haut de gamme. Et là, je vais laisser Constance vous parler de ses voyages. Donc, en effet, la Colombie est une destination qui se prête parfaitement à la clientèle exception. Pour nous, le voyage haut de gamme ne signifie pas forcément des yachts, du luxe et des paillettes. Ça vient vraiment dans le fait de vivre une expérience hors du commun. Et ceci passe par des services vraiment personnalisés pour les clients. Ça peut être le fait que quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont reçus avec un petit paquet de café, ils reçoivent une lettre de bienvenue dans leur hôtel avec une bouteille de vin, un apéritif en face du coucher de soleil sur la baie de Carthagène. C'est vraiment des petites expériences assez uniques qui font qu'ils se souviendront vraiment de leur voyage. Au niveau gastronomie, et culture, on propose par exemple le matin d'aller à Santa Marta, d'aller au marché chercher son poisson ou ses fruits de mer, et pour le déjeuner, aller le cuisiner accompagné d'un chef français. Et au niveau culturel, à Bogota par exemple, on a des tours autour des émeraudes, on est accompagné d'un professionnel qui nous aide en passant dans les différents magasins et marchés d'artisans, on découvre vraiment quelles sont les belles émeraudes, comment choisir une émeraude de qualité. Galvin va désormais vous parler des types de voyages plus hors sentier battu que l'on propose également en Colombie. Alors, si, comme vous l'avez vu, ça s'adapte à peu près à tous, nous, on a quand même un objectif aussi, c'est d'être les premiers sur certaines destinations. Donc, on est en permanence en train d'essayer d'ouvrir de nouvelles destinations et de faire des voyages vraiment sur mesure. On a de plus en plus une clientèle qui a envie d'être à la découverte de l'autre ou de faire des voyages qui sortent un petit peu des séries classiques. Il faut savoir que sur ça, voilà, vraiment, on a une offre qui est à la pointe. Je vais notamment vous parler, l'année dernière, on a monté un hors-série, le hors-série 2017 autour des peuples de Colombie, qui a pour but, en fait, d'être en réelle immersion sur des peuples qui sont normalement très fermés au tourisme, dans un échange interculturel qui est vraiment intéressant. À noter que là, on est en train de finaliser le hors-série 2018, qui sera autour d'un sujet d'actualité, guerre et paix, donc, et où là, l'idée, ce sera d'avoir une découverte de la Colombie à travers son histoire, à travers le conflit également, avec l'accompagnement d'un spécialiste qui viendra donner un éclairage tout particulier sur tout ça. Donc enfin, on va vous parler un petit peu des petits tips pour bien vendre la Colombie, comment faire pour répondre à un petit peu toutes les interrogations que pourraient avoir vos clients. Donc pour commencer, comment ça marche sur le terrain? Il faut savoir que la Colombie se pratique généralement grâce à des chauffeurs privés. C'est-à-dire que l'autotour, c'est encore très très compliqué au-delà des tarifs prohibitifs des voitures de location, les infrastructures routières, les GPS pas à jour, les permis achetés qui font que la conduite est très particulière en Colombie, les routes de montagne et l'absence de signalisation, tout ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça s'opère vraiment avec un chauffeur professionnel, des véhicules de bonne qualité.
Pour ce qui est des guides, on a tendance à privilégier les guides aux étapes, tout simplement parce qu'on a aussi pour objectif de travailler beaucoup avec les locaux et d'avoir une véritable expertise, un véritable amour de la région que vous visitez et que la personne qui vous fasse visiter ça le vive. Mais il est bien entendu possible d'avoir des tour leaders qui vous accompagnent durant tout le voyage. Il faut savoir qu'on a des guides francophones sur l'intégralité du territoire et qu'on a aussi la possibilité de proposer nos services, bien sûr, en anglais, en espagnol, cela va de soi, et pour d'autres langues. Il y a bien sûr des possibilités comme l'italien ou l'allemand. Enfin, il faut savoir que la Colombie est un pays grand comme 3 fois la France, avec les infrastructures routières dont vous parlez, ce qui donne lieu à des temps de route assez importants. Entre Bogota et Pereira, 300 km, 10 heures de route à peu près, 35 minutes d'avion. Donc, un voyage en Colombie implique quasi de manière automatique quelques vols internes. Des vols internes qui sont souvent pas très coûteux, plutôt rapides, mais qui passent très très souvent par Bogota. Donc ça, c'est à prendre en compte et à avertir vos clients. Enfin, en ce qui concerne l'hôtellerie, on a vraiment, nous, pour principe d'aller rechercher l'hôtellerie authentique de charme. On est plutôt en train de travailler avec des hôtels boutiques. On essaye de vendre au-delà d'un hôtel une chambre. On est très fréquemment sur le terrain pour vérifier la qualité de nos hébergements. Mais bien entendu, pour ce qui est, si vous avez besoin d'hôtels plus de chaînes, on a aussi une offre qui est très importante à ce niveau-là. Enfin, on va passer sur les questions les plus courantes qui nous sont posées par nos clients. Donc, premièrement, la Colombie est-elle vraiment sûre? Oui, la Colombie aujourd'hui est un pays totalement sûr. On n'a pas de sentiment d'insécurité. Bien entendu, comme dans n'importe quelle ville du monde, dans les grandes mégalopoles, il y a des quartiers plutôt à éviter. Mais vous vous doutez bien que c'est ni là où on va vous faire dormir, on va faire dormir nos clients, ni là où on va les envoyer. Ensuite, dans le reste du pays, il reste quelques petites zones qui sont encore, alors pas forcément bien couvertes par l'armée et la police. Elles sont tellement inaccessibles qu'il n'y a aucune chance pour que nos clients s'y retrouvent. Toutes les zones, toutes les excursions qu'on va proposer seront bien sûr dans des régions sûres et dans des conditions qui font qu'il n'y a aucun risque pour nos clients. Est-ce possible de visiter la Colombie par soi-même? Alors oui, bien sûr, c'est toujours possible de visiter la Colombie par soi-même. Par contre, l'offre touristique étant encore en développement, principalement pour des clients occidentaux qui ont une certaine envie d'exclusivité, de qualité, en 15 jours en Colombie par eux-mêmes, vos clients vont rien voir. Avec nous, vous avez l'assurance, et en passant par un professionnel, l'assurance vraiment de voir le plus important, le meilleur. Donc voilà, les autotours, on dit vraiment qu'on évite, c'est quand même encore très compliqué. Est-ce que la Colombie se visite toute l'année? Oui, la Colombie se visite toute l'année, à l'exception de quelques petites zones, je pense notamment à l'Amazonie, qui par exemple, pendant les mois de février et mars, connaît des inondations importantes, ou le Pacifique, qui a une vraie saison des pluies marquées. Sinon, comme je vous l'expliquais, on est sur une destination où le climat est agréable toute l'année et où les températures vont varier en fonction de l'altitude et pas forcément de la période de l'année. Enfin, peut-on aller partout en Colombie avec des enfants? Tout dépend bien sûr des enfants. Toutes les régions qu'on vous proposera sont accessibles. Bien entendu, certaines se prêtent beaucoup plus aux familles que d'autres en raison des temps de route, des hébergements et puis tout simplement du côté sauvage. Mais en gros, la grande majeure partie de la Colombie se fait en famille. La Colombie est-elle une destination chère? C'est une question qui est importante parce que effectivement, avec la réputation qu'a notre beau pays, les gens s'attendent à un pays très pauvre, à un pays qui est donc très peu coûteux. Or, ce n'est pas du tout le cas. La Colombie est le 3e pays le moins égalitaire au monde. On a une oligarchie très forte et donc des grandes villes où il y a énormément de richesses. Donc, étant donné que le tourisme s'est développé il y a une dizaine d'années autour des grands hôtels resorts pour les Nord-Américains ou les nationaux, et que ce n'est pas franchement ce que recherchent généralement nos clients européens, dès qu'on veut une offre un peu plus exclusive, des services vraiment de qualité, dans ce cas-là, oui, la Colombie est une destination un petit peu plus chère que ce à quoi on peut s'attendre. Comptez environ pour un voyage dans des conditions standards, avec votre guide, votre petit déjeuner, votre hôtel, vos transferts, environ $150 par jour et par personne, en sachant que tout est adaptable. D'accord? Donc, pour finir, je vais repasser la parole 2 secondes à Constance avant de répondre à vos questions. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire sur la Colombie. On va prendre juste après un petit peu de temps pour répondre à toutes vos questions. On tenait juste à remercier la plateforme Together, qui est donc une plateforme qui met en relation des DMC et des agents de voyage pour toute l'organisation technique. Donc, pour répondre à vos petites questions. Alors, oui, donc la première question donc, de Jean-Charles, pour toi, Constance, d'être peut-être
plus de précisions sur qui va te remplacer? Alors, c'était peut-être pas très clair. En fait, Julie, qui est la personne que vous voyez sur une des slides, est la gérante actuelle qui s'en va prochainement. Elle part au mois d'août. Et moi, je suis arrivée pour la remplacer et je reprendrai définitivement ses fonctions à partir du mois d'août. Mais moi, je reste, je ne pars pas. Alors, une autre question de Nathalie pour Galvin, donc de revenir peut-être sur les 3 secteurs balnéaires, donc qui étaient Providencia, Rosaire et la 3e option. D'accord. Alors, il y a plusieurs archipels qui se trouvent proches de Carthagène, qui sont l'archipel du Rosaire et l'archipel San Bernardo. Donc, et une 3e île qui, pour le coup, est assez éloignée, puisqu'elle se trouve au large du Nicaragua, donc en plein milieu des Caraïbes, et qui s'appelle Providencia, et qui est sans doute la destination la plus exclusive en Colombie, mais aussi un petit peu plus coûteuse. Voilà. D'accord. Alors, une autre question de Jean-Charles. Alors, est-ce qu'on fait la distinction entre nos clients directs et nos agences au niveau des prix et des tarifs? Alors, oui, bien évidemment, on a des tarifs préférentiels pour les agences, comme toute agence réceptive, on a préférentiel pour les agences avec qui on travaille. D'accord. Alors, une autre question pour Galvin, une question de David. Y a-t-il de grands treks en Colombie? Alors oui, il est toujours possible de faire des treks en Colombie. Donc dans la région centrale, on a un premier trek dans la région du café. Ça peut aller de 3 jusqu'à 7 ou 8 jours, mais après tout est vraiment fait sur mesure. Donc si vous avez des clients pour des demandes particulières, il n'y aura aucun souci pour monter un produit qui corresponde exactement à leurs attentes. On pourrait également citer la Sierra Nevada del Cocuy, qui est au nord de Bogota et qui vient de réouvrir, qui elle aussi propose de très beaux treks d'à peu près une semaine, entre 5 jours et 7 jours. Et enfin, vous avez aux abords de la Sierra Nevada un trek qui est très fameux, qui est la Cité perdue, et qui se fait en 4-5 jours, et là qui peut même être fait avec des enfants à partir de 7 ans, qui est très organisé et qui est très agréable. D'accord, merci Galvin. Clémentine, donc on va pouvoir envoyer notre support de présentation. Ah oui, alors tout à fait, après la présentation, on pourra tout à fait vous partager cette présentation et on pourra également vous donner nos coordonnées pour que vous nous posiez vos questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après la présentation, ce sera tout à fait possible. On pourra même en parler par téléphone si vous le souhaitez. Alors, une autre question de Sophie. Quel est le coût de la vie en Colombie? Alors, le coût de la vie en Colombie, comme je vous l'ai expliqué, c'est un pays qui est très, très inégalitaire. Donc, vous avez une classe moyenne qui est juste naissante, mais sinon, la population est très polarisée entre les ultra riches et une grosse partie de la population qui est plus pauvre. Donc, vous avez vraiment 2 mondes en fait qui cohabitent. Quand vous allez être dans un petit village de campagne dans la région du café, on mange très bien pour 3-4 euros. Par contre, dans un quartier un petit peu plus moderne de Bogota, les prix peuvent aller jusqu'à 30 ou 40 euros pour un très bon repas dans un restaurant gastronomique. Donc, ça va vraiment dépendre des attentes de vos clients. S'ils veulent un service européen, une gastronomie de haut de gamme et un petit peu d'exclusivité, les prix sont tout de suite un petit peu élevés. Par contre, pour des choses très authentiques et beaucoup plus traditionnelles, là, on est sur des tarifs qui sont quand même bien inférieurs à ce qu'on va trouver en Europe. D'accord. Alors, une autre question de Clémentine. Est-ce que nous avons une photothèque disponible avec une photothèque disponible, donc de nombreuses photos qui nous appartiennent? Alors, pour tout ce qui est photos, comme vous imaginez, nous, les photos, c'est des photos sur lesquelles on a des droits ou des photos qu'on a achetées. Donc, on ne partage pas nos photos avec toutes les agences, mais on pourra en rediscuter. Si vous souhaitez qu'on échange à ce sujet, vous pouvez tout à fait envoyer un mail à l'adresse contact qui est affichée à l'écran et on pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Alors, une question de Marie. Travaillons-nous avec des associations, organisations locales, ainsi dans des projets de développement local? Alors, tout à fait. Moi, j'ai un poste à part à Terra, notamment, je suis responsable du développement social et environnemental. Donc, on a signé des accords avec le gouvernement colombien, notamment pour protéger l'environnement et payer de manière décente, tout simplement, nos prestataires ici, parce que c'est important pour nous. Et donc, du coup, on a développé également de nombreux produits autour, en fait, du développement social, alors que ce soit à Medellín, dans la région du café. On est aussi investi dans le Meta pour la préservation des tortues. Dans la région de Santa Marta, on travaille avec des associations pour la reforestation et la protection des droits indigènes. Au sud de Carthagène, on a une fondation qui travaille sur l'agriculture soutenable et également sur la reforestation. Donc oui, c'est quelque chose qui est assez important pour nous et sur lequel, justement, on essaye de travailler en profondeur. Alors, une question de Céline. Sommes-nous spécialisés dans les voyages de groupe?
Donc, comme l'a dit Galvin un peu plus tôt, on a aussi une branche groupe. Mathilde est en charge de ce segment-là. Elle n'est pas présente aujourd'hui pour ce webinaire, mais on a bien évidemment toute une partie groupe avec des voyages de différentes durées sur lesquels on va pouvoir revenir en fonction des types de clients que vous avez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser à tout moment sur le chat. On est là pour y répondre. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Peut-être qu'il a effacé. Quelqu'un a une question ou on a encore un petit peu de temps? Donc, allez-y si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Alors. C'est nous qui vous remercions, Nathalie. Merci à vous. Et puis, s'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas à nous recontacter par téléphone. Comme vous voyez, c'est une ligne française qu'on a ici. Donc, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de frais supplémentaires ou par mail ou par Skype. On est là pour vous répondre.